Une action qui s'inscrit dans le mouvement revendicatif national. En guise d'avertissement, 2 remorques de fumier sont déversées devant l'entrée du magasin. La traçabilité épluchée. Si derrière on peut l'installer, et derrière à quel prix quoi, et comment? Méfiance vis-à-vis des distributeurs. La colère des éleveurs montre les limites d'une filière agroalimentaire industrialisée. D'autres chemins, en respectant l'environnement et la santé des consommateurs, permettent à des professionnels de vivre de leur travail. Si on choisit des filières de qualité et si on fait du très bon travail, je pense qu'on peut en vivre. Moi, j'arrive à en vivre. Oui, on peut vivre de ce métier puisque nous avons choisi la filière courte. On peut gagner sa vie dans une filière courte. Après, le tout, c'est de vouloir se lever le matin, aller travailler. L'élevage traditionnel a-t-il encore un avenir? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de Jérôme, le boucher, de Patrick, Antonin, Mathieu et Jean-Pierre, les éleveurs, tous passionnés par leur travail. Nous retrouvons Jérôme, notre boucher, sur le terrain un dimanche matin. Là, je viens voir 2 bœufs qui seraient prêts pour le mois de septembre, là, pour la rentrée. Je viens voir dans quel état ils sont. Voilà. Ça fait 3 ans que je travaille avec ce monsieur. Ah, t'es au restaurant. Allô? Salut Mathieu, qu'est-ce qui t'arrive? Moi ça va, je suis en pleine montagne. Voilà. Ouais. Moi, je fais ça tous les dimanches matin. Voilà. Moi c'est très important, je veux surveiller. Je veux voir comment ça progresse. Parce que quand on les met à l'engraissement, ils sont plutôt maigres. Voilà, donc je veux voir comment ils profitent tous les 15 jours, je viens les voir tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, comment ils évoluent dans le temps, voir si le gras se fait bien, voilà. Je viens contrôler que le muscle se mette aussi, parce que s'il y a du muscle, il faut lui persiller. Voilà, je viens contrôler tout ça, voilà. Pour moi c'est très important, c'est comme les veaux, c'est la même chose, ça se surveille. Bon, le bœuf, bon, c'est moins précis que le veau, mais bon, il faut suivre quand même. Voilà. L'appellation viande bovine comprend différentes catégories. Patrick nous explique comment le consommateur peut s'y retrouver devant les étiquettes. Alors, la problématique que l'on rencontre aujourd'hui, que le consommateur rencontre, c'est qu'à l'étiquetage, il y a tout le temps viande bovine française, mais il n'y a pas la spécificité d'un veau. Un veau, je vais vous expliquer ce que c'est. Un veau, c'est de l'âge de 1 à 6 mois. Ensuite, il y a la génisse. La génisse, c'est une femelle qui est âgée de 2 ans, entre 2 et 3 ans, et qui n'a jamais vélé, donc qui n'a jamais été mère. Ensuite, il y a la vache. La vache, c'est une vache, ça veut dire c'est une femelle qui a reproduit, qui a au moins fait un veau. Et après, la tranche d'âge, c'est de 4 ans jusqu'à peu produire, jusqu'à ce qu'elle ait un problème de reproduction ou pas. Et ensuite, donc, il y a le bœuf. Et le bœuf, c'est un veau qui est castré à l'âge entre 6 et 10 mois. Ensuite, il est mis dans les packages, c'est-à-dire il pâture dehors, en estive, jusqu'à l'âge de 4 ans, 4 ans et demi. Et ensuite, les 6 derniers mois, les 6-8 derniers mois, ça dépend de la bête et de la taille d'engraissement, on la met à la tâche, comme ceci. Et là, on fait la finition d'engraissement, c'est-à-dire il est nourri exclusivement des céréales qui sont produites sur la ferme, c'est-à-dire blé, maïs, que l'on produit nous-mêmes, et avec du foin de prairie naturelle aussi que l'on produit nous. Les clients sont très sensibles à savoir que j'achète local, très local même, que je fais travailler un abattoir local, des éleveurs locaux et une viande de qualité. Surtout, je suis reconnu sur Toulouse pour avoir l'une, si ce n'est la meilleure viande de Toulouse. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les clients. Pour parvenir à ce niveau de qualité, il y a le choix d'une filière de production basée sur la race gasconne.
Donc la vache gasconne, ici, c'est pas forcément une évidence. Je suis entouré d'éleveurs de blondes d'Aquitaine. Elle a été présente jusque dans les années 70, mais aujourd'hui c'est vrai que les éleveurs s'en sont détournés à l'époque du productivisme, mais on y retourne de plus en plus et des collègues, des voisins s'y intéressent. De par cette race très rustique et qui demande peu de frais vétérinaires, peu de besoins en concentré pour l'engraissement, peu de besoins en concentré pour faire grandir le veau. D'autant plus que moi je suis en veau sous la mer, donc une production qui demande uniquement du lait pour la croissance du veau. Et donc j'avais besoin d'une race laitière et qui faisait notamment du lait avec des fourrages grossiers. On a choisi la race gasconne parce que tout simplement on est dans un pays qui est assez rude, comme les Pyrénées, vous le voyez, on peut le constater dehors. Il y a beaucoup de cailloux, c'est très pentu. Et bon, l'hiver il fait aussi des fois parfois très froid, l'été très chaud. Donc voilà, c'est une race rustique qui est très adaptée à. Voilà, c'est la race locale qui est adaptée vraiment à notre région. Et donc race rustique, je le répète, qui facilité de vélage, qui a 98% de vélage sans aide, donc c'est-à-dire que c'est vraiment une bête qui vèle facilement, qui a une amplitude thermique assez importante, notamment pour l'hiver avec les grands froids, ça peut descendre à moins 15, elles n'ont pas de soucis. Et ensuite, même au niveau des grosses chaleurs, comme cet été on a eu 40, elles n'ont pas souffert non plus, quoi. Elles ont la particularité d'avoir un pelage qui s'assombrit pendant l'hiver pour pouvoir attirer la chaleur et qui est plus clair l'été pour refléter la chaleur. Alors pourquoi j'ai choisi la race gasconne? Parce que je suis fier d'être Haut-et-Garonnais, c'est la race de chez nous, c'est la race des Pyrénées. Elle était connue il y a un demi-siècle, elle était connue dans tout le Piémont pyrénéen, elle était abondante, il y en avait beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je suis parti sur cette race-là. Mon fonds de commerce, c'est la génétique. Mais j'essaie de travailler aussi, et ça me plaisait énormément, essayer de vendre des vaches grasses, c'est-à-dire des vaches pour un boucher. Mais je voulais faire de la top qualité. Et c'est pas évident d'avoir des bêtes qui soient conformes pour le boucher et conformes pour l'élevage, pour la vente aux productions. Et j'essaie d'amener à avoir un élevage mixte, c'est-à-dire pouvoir vendre des reproductrices pour un éleveur qui s'installe ou vendre des vaches grasses pour un boucher qui en a besoin. Et avec Jérôme, le boucher toulousain avec qui je travaille, on a la même sensibilité, c'est-à-dire qu'on veut travailler que sur du bon. Et moi, mon but, c'est celui-là, c'est essayer de travailler que sur du bon. Oui, bien sûr qu'on peut toujours améliorer la qualité que l'on fait. C'est-à-dire que déjà, on sélectionne des taureaux qui ont beaucoup de longueur et beaucoup d'épaisseur, ce qui permet d'avoir beaucoup de viande sur le dessus, parce qu'il faut savoir quand même la meilleure viande se trouve sur le dessus de la bête. Et ensuite pour la qualité de la viande, on fait l'effort, on ne fait pas d'ensilage, pas d'enrubanage, ce qui quand même est un peu contraignant pour l'animal au niveau de la flore intestinale. Bon bref, je ne rentrerai pas dans les détails, il y en a d'autres qui sont plus doués que moi pour en parler. Et nous, on fait exclusivement des céréales séchées sur l'exploitation, blé, maïs, et du foin. Voilà, tout ça, c'est un élevage traditionnel. Je ne produis pas mes céréales, je les achète. Donc j'ai une entreprise familiale qui est sur le Comminges qui produit des céréales et qui me vend leurs céréales. Donc c'est des céréales tracées, non OGM, et donc que des matières premières, du blé, du maïs, de l'orge et des graines de lin extrudées. Et du foin, parce que j'ai sur mon exploitation tout en prairie permanente. Pour tout ce qui est alimentation, on essaye d'être le plus autonome possible. Au jour d'aujourd'hui, on n'achète que les minéraux, donc le complément minéral et vitaminique pour les vaches pendant l'hiver. Et tout le reste est produit sur l'exploitation. Donc on a en fond de vallée là-bas, j'ai 8 hectares qui me servent à produire les céréales que j'autoconsomme. Et tout ce qui est foin et donc fourrage sont produits sur les 60 hectares de l'exploitation. Je vais vous présenter l'aliment en fait que je donne, quoi.
Donc ici, c'est un aliment, en fait, on appelle ça un mâche, parce que c'est un aliment où on peut voir exactement ce qu'il y a dedans. Donc ça correspond tout à fait à la philosophie que j'ai, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui vient, je peux dire exactement ce qu'il y a dedans. Donc à partir de ce moment-là, ici on trouve des bouchons de luzerne déshydratée. Donc c'est de la luzerne, c'est une herbe qui est séchée, en fait, qui apporte de l'azote. Ensuite on peut voir, il y a des éclats de maïs, ici, là tout ce qui est jaune, c'est des éclats de maïs. Ensuite il y a de l'orge, de l'avoine et du blé. Et enfin, ici là, ces bouchons, c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai demandé, c'est-à-dire c'est des graines de lin extrudées. Donc le lin, c'est difficile à faire avaler aux vaches, mais c'est un des meilleurs aliments pour pouvoir mettre du gras persillé. Donc c'est à la fois un aliment qui est tracé, contrairement à ce qu'on entend souvent avec le tourteau au soja, c'est-à-dire qu'il est produit sur la zone toulousaine. Et pour avoir une alimentation équilibrée, il faut autant d'énergie que d'azote. Et l'énergie est amenée par la céréale, l'azote est amené notamment par le lin, les graines de lait extrudées et la luzerne déshydratée et le foin. Il faut savoir que le foin, c'est le meilleur aliment, parce que c'est le seul qui est à la fois qui est équilibré en azote et en énergie. Ce qu'il y a, il est pauvre en azote et en énergie. C'est un aliment pauvre, mais qui est équilibré. Donc pour engraisser avec du foin, c'est très difficile, mais on est obligé d'en avoir pour pouvoir faire ruminer la vache. Sinon, si on ne lui donne que de l'aliment, elle tombe en acidose, qu'on appelle, donc, et elle a des diarrhées, quoi. Voilà. Donc il y a du foin en permanence, plus de l'aliment, et à partir de là, on arrive à engraisser les vaches. Mais le but quand même, le nerf de la guerre, c'est que les vaches sont faites, c'est des herbivores, elles sont faites pour manger de l'herbe, et je leur donne 90% de la ration, c'est de l'herbe. Donc j'ai un système de pâturage. Donc toutes mes parcelles sont des prairies, donc je ne sème aucune céréale, donc j'achète mon aliment. Et j'estive. Donc j'ai toutes mes génisses, c'est-à-dire une soixantaine de têtes qui partent à partir du 15 juin jusqu'au 15 octobre sur les montagnes pyrénéennes et qui redescendent donc à partir du 15 octobre. On pourrait les laisser un peu plus tard, mais il peut y avoir un coup de neige. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, le bâtiment est vide. Donc ça me permet aussi d'avoir des bâtiments libres pour pouvoir engraisser des vaches, pour pouvoir sevrer les génisses, pour pouvoir sevrer les veaux et les velles des mères, quoi. Donc derrière nous aussi, on peut voir, il y a quelques veaux et quelques velles qui ont été sevrées récemment. Et d'engraisser des vaches comme Girouette qu'on a juste derrière nous, quoi. Donc c'est vrai que l'estive, c'est ancestral, mais à la fois d'un point de vue économique, c'est une mise en pension qui, en général, ne coûte pas très cher, quoi. Donc, et puis, elles sont bien, hein. Elles sont en vacances. Hein. Elles sont à 1500 mètres d'altitude, elles ont de quoi manger, de quoi boire, il y a un vacher qui les garde. Voilà, quoi. C'est le camping, entre guillemets. Ouais, la nourriture des animaux, cette période-là était très importante parce que le bœuf, en fait, de l'âge du sevrage jusqu'à la période d'engraissement, donc à 4 ans, jusqu'à 4 ans, et bien, il se nourrit uniquement des pâturages d'estive et des pâturages de la ferme. C'est une période qui est de avril à novembre, décembre, ça dépend après de l'hiver s'il arrive de bonne heure ou pas. Alors on reconnaît que l'animal est prêt à vendre lorsqu'il est bien gras. C'est-à-dire que voilà, le boucher vient régulièrement voir les animaux. Et ensuite, il vient toucher ici, s'il a le gras à la côte, ici ça se voit, et vous voyez que les stries du gras sur la côte. Ensuite, il va le toucher ici au filet. Voilà, il faut qu'il soit bien couvert. Ensuite, ici, il y a le grassé. Il faut que la main soit pleine de gras là. Et ensuite, il le touche ici, chaque côté de queue aussi. Voilà, ce sont des glandes qui sont pleines de graisse. Voilà, quand ça c'est bien rempli, il peut partir à la boucherie. Et puis bon voilà, il faut savoir aussi que, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans la viande de gasconne, l'intérêt aussi d'engraisser l'animal lentement et de façon traditionnelle comme on fait. L'animal s'engraisse petit à petit, il a le temps de mettre son persillé à l'intérieur des muscles, ce qui fait voilà, la meilleure viande de France. Et voilà, bon, c'est du collier, mais bon, vous avez le persillé, de la viande. Voilà, on est sur une bête qui a été
engraissé sur plus de 6 mois. Voilà, doucement. Voilà, vous voyez la graisse dans tous les muscles. Et du coup, voilà, c'est une vache qui a été bien nourrie, bien contrôlée dans son alimentation. On l'a pas poussée à bloc, voilà, comme font dans l'agriculture industrielle. On y verse de l'ensilage, du tourteau de soja OGM, et au bout de 2 mois, ça sort. Là, non, on n'est pas sur du 2 mois, on est sur du 6 mois minimum. Voilà. La qualité de la viande est garantie par le label rouge avec un cahier des charges à respecter par les adhérents au groupement de la race gasconne. Vincent nous en explique le fonctionnement. Voilà, l'objectif du groupe Gascon, c'est de particulièrement gérer le label rouge, donc, qui a été créé donc, en 1997. Donc on s'occupe de mettre en adhérent des bouchers qui mettent en avant tout le travail des éleveurs que nous avons comme adhérents en tant que sélection, mais aussi engraisseurs, et qui sont aussi qualifiés en label rouge, où chaque année on passe pour qualifier donc, ces élevages. On a 300 éleveurs adhérents au groupe Gascon, et on a à peu près 60 élevages qualifiés en label rouge qui fournissent donc régulièrement des animaux, que ce soit de la génisse, que ce soit de la vache ou des bœufs dans les boucheries. Et dans les boucheries label, on a à peu près 5 boucheries, plus des restaurants. Les obligations des adhérents, c'est de respecter le cahier des charges qui est assez lourd quand même, parce qu'il faut qu'en finition, ils passent notamment du foin, mais aussi des aliments qui sont agréés pour la filière label rouge. Donc c'est Fil Rouge qui s'occupe c'est un organisme qui s'occupe d'agréer des aliments. Et il ne faut pas d'ensilage maïs et pas d'OGM. Donc tout cela pour permettre une meilleure qualité de viande pour les bouchers, c'est ce qu'ils recherchent. Et aussi respecter des délais de maturation, d'âge, pour soit la génisse, pour la vache, pour du bœuf, pour avoir le maximum de rendement en carcasse, afin que le boucher s'y retrouve lui aussi, et pour que ses clients savourent cette viande qui est excellente. Moi, je dis que je faisais graver l'herbe, pas d'animal. Nous retrouvons Jérôme lors de sa visite du dimanche matin chez Jean-Pierre, un éleveur de veaux sous la mer. Je veux contrôler la qualité d'engraissement, la qualité de la couleur. Donc j'aime bien venir toujours avant amener un veau à l'abattoir. J'aime bien contrôler pratiquement le produit fini que me fait monsieur Jean-Pierre Abadi. Ah non, celui-là il sera trop gros dans 4 mois. Je le sais. Parce que c'est des veaux. Il va être disqualifié. Non mais c'est-à-dire ça c'est un veau. Voilà. Il faudra le vendre à 3 mois ce veau, parce que c'est une vache qui fait que des gros veaux. Nous on fait le veau sous la mer, il ne tête que le lait des vaches. Voilà, c'est tout. Oui. Et puis comme ça, bon, le veau, on essaye de faire téter le maximum de lait pour qu'il soit blanc, pour qu'il sorte bien blanc. Si jamais des fois on voit qu'on va commencer d'être juste en lait, on en vend certains à 3 mois et demi, et après jusqu'à 4 mois et demi. Voilà. Nous on fait en moyenne entre 3 mois et demi et 4 mois et demi. Les mères, elles sont nourries qu'à l'herbe. Elles vont se ramasser l'herbe dans les prés, dans les prairies. L'hiver, on donne de l'herbe qu'on a fait l'été. Et voilà, nous ne donnons pas d'ensilage. On fait juste un petit peu d'enrubanage. Et nous le faisons les 3 quarts secs. Et voilà, comme ça, les bêtes, elles n'ont jamais de granulés achetés. Nous faisons qu'avec notre farine qu'on se fait, les céréales qu'on se fait. Moi, je vends à boucherie Jérôme. Il me prend un veau tous les 15 jours. Et moi, je n'en fais pas, guère plus. Après, nous nourrissons des femelles. Voilà, et alors, ce qui fait que, bon, parce que plus on veut en faire, moins le travail est bien fait aussi, et ça rapporte pas plus. Antonin a choisi une autre méthode d'élevage du veau sous la mer. Le cheptel est conduit pour 2 tiers dans le croisement terminal, qu'on appelle, donc avec l'utilisation de taureaux charolais et blondes d'Aquitaine, et pour amener un peu plus de conformation, un peu plus de viande sur les carcasses et un peu plus de poids.
Et en parallèle, on utilise au maximum la valeur maternelle des vaches gasconnes, avec leur aptitude laitière plus importante que les blondes ou les charolaises. Et en plus de ça, il y a la rusticité. Les veaux qu'on produit sur l'exploitation, c'est ce qu'on appelle du veau fermier élevé sous la mer. Donc c'est des veaux qui sont destinés à l'âge de 5 ou 6 mois, même 4-5 mois, à l'abattage pour alimenter des boucheries ou dans mon système les ventes directes. Donc c'est des veaux qui vont peser à peu près 220 kg vifs, et ce qui nous fait à peu près entre 120 et 150 kg carcasse. C'est un système aujourd'hui qui valorise très très bien la production bovin-viande, puisqu'on a un produit fini et de très très bonne qualité. L'objectif étant d'avoir des animaux gras assez précocement, donc à 5 mois, avoir des animaux gras, avoir des animaux à la couleur plutôt blanche, le plus blanc possible, et du coup à la tendreté et à une jutosité qu'on ne retrouve pas sur d'autres productions de veaux. C'est un peu la Rolls-Royce qui se fait en veau aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'on le valorise bien. Mais à côté de ça, c'est aussi beaucoup de travail. C'est 2 tétés par jour, matin et soir, toute l'année. Donc les mères rentrent dans la salle de tété qui est ici, qui est en quelque sorte une salle de traite, sauf que c'est les veaux qui vont aller téter le pis. Et 2 fois par jour, les mères reviennent et se font téter par leurs veaux. Donc le veau a soit 2 mères gasconnes, soit sa mère plus les tantes laitières qu'on appelle. Alors, les tantes laitières, j'en ai 2 moi, c'est des vaches laitières. Moi j'ai une normande et une montbéliarde qui sont là pour complémenter les veaux en lait. À partir d'un certain âge, la mère ne suffit plus. Et pour arriver justement à un maximum de gras et qu'ils aient pas envie de manger trop de paille ni de foin qu'ils peuvent trouver dans la litière, il faut qu'ils aient un maximum de lait à téter. Donc c'est pour ça qu'on utilise les tantes laitières. Et les vaches gasconnes, une fois que leur veau est abattu, elles continuent à faire du lait. Et notre veau va téter, en plus de sa mère, une autre vache gasconne. Donc on utilise au maximum le potentiel laitier des vaches. Chose qu'on ne peut pas faire dans d'autres systèmes que celui du veau sous la mer. Comment nos éleveurs gèrent-ils leur cheptel par rapport à la superficie de leur exploitation? Alors sur l'exploitation, il y a 18 vaches mères. Et sur ces 18 vaches mères, chaque année, on garde tous les produits, que ce soit mâle ou femelle. Alors les femelles qui sont gardées pour le renouvellement du cheptel sont choisies à l'âge de 2 ans. Alors celles-là sont mises à la reproduction et les autres sont mises à l'engraissement. C'est-à-dire que ça fait donc des génisses, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ensuite tous les mâles sont castrés, gardés à 4 ans, et après ils finissent en bœuf, voilà. Là, on est au milieu des génisses de renouvellement avec la mamie du troupeau, quoi. Je fais à peu près un roulement de 10 bêtes par an, c'est-à-dire que je vends soit 10 bêtes en reproductrice, soit j'en engraisse quelqu'une, et j'ai 10 génisses qui montent tous les ans pour renouveler un peu mon troupeau, quoi. Voilà, donc j'ai en fait une 40aine de mères et une 60aine de génisses de renouvellement, parce que je fais aussi pépinière de génisses. Sur l'année, on sort à peu près le nombre de veaux que l'on a chaque année, c'est-à-dire entre 18, 20 et 20 veaux. Donc chaque année, il y a 20 bêtes de vendues de notre exploitation. Et ensuite, comme on fait l'engraissement, on achète aussi des animaux maigres ailleurs, dans d'autres exploitations qui font un peu comme notre circuit, qui sont notamment en haute montagne. Ils n'ont pas de quoi finir l'engraissement, engraisser les bêtes, donc nous on les achète maigres et on finit de les engraisser. Donc sur 40 vaches, il y a 20 veaux et 20 femelles. Et sur ces 20 veaux, j'essaye d'en faire partir le maximum en tant que reproducteur, en veaux pour taureaux. Et j'essaye le reste, s'ils sont très bons, de les vendre pour faire des bœufs. Donc l'exemple d'hier avec Patrick qui est venu me chercher, qui est venu acheter un veau pour faire un bœuf. Donc c'est un veau que Mathieu avait. Et puis bon, il veut le garder pour reproducteur, et puis pour diverses raisons, il ne veut pas le garder. Donc moi, je lui ai acheté, on va le castrer, pour faire un bœuf d'homme de 4 ans. Voilà. Pour des raisons génétiques en fait que je ne pouvais pas le garder, donc comme je
ne produit pas de bœufs, que je casse pas, je fais juste des vaches de réforme que j'engraisse. Et que Patrick fait des bœufs, donc je l'ai appelé pour savoir s'il était intéressé. Et l'affaire s'est conclue, voire très bien conclue, donc voilà quoi. Je suis content plus que ce soit Patrick qu'il est, donc voilà. Et j'espère le revoir dans 4 ans et manger un petit morceau peut-être. Une diversification de la production permet de conforter la rentabilité des exploitations, comme l'élevage des ovins pour Patrick. Oui, les moutons, c'est plus que complémentaire, puisque c'est à peu près le même nombre de GB que les bovins, c'est moitié-moitié. Et puis, bon, voilà, le fait d'avoir aussi les moutons et les bovins, ça permet de mieux valoriser aussi notre territoire, où des endroits comme celui-ci, là, ils sont très escarpés. Et voilà, ça permet que l'entretien aussi de ces packages. Et ensuite aussi, même financièrement, souvent, quand les bovins subissent le marché, les ovins prennent le relais et vice-versa. Voilà. Quand un va, l'autre ne va pas, et ça permet voilà, de maintenir aussi une trésorerie un peu équilibrée. Donc en plus des vaches, qui est aujourd'hui l'atelier sur l'exploitation qui est en progression, mais qui n'est pas l'atelier principal, on a des canards. On fait 1500 canards gras élevés, gavés, transformés et commercialisés sur l'exploitation. Et un troupeau d'une 60aine de brebis, pareil avec des agneaux d'herbe principalement, conduits en vente directe aussi, avec une vente aux particuliers en frais de demi-agneau, comme ce qu'on peut faire sur le veau avec la vente de caissettes à partir de 3 kg. Après des mois d'engraissement de l'animal, le départ pour l'abattoir est venu. Pour Patrick, c'est à l'abattoir de Saint-Gaudens qu'il conduit ses animaux. Le maintien des abattoirs de proximité est primordial dans les filières courtes, pour des raisons économiques, ainsi que pour le bien-être des animaux. Ça fait 4 ans que la vache est élevée à la maison, donc oui, ça fait un petit pincement au cœur, surtout qu'elle était docile. La bête n'est pas du tout stressée, vu qu'elles ont l'habitude de partir à l'exploitation et aller en estive aussi. Donc elles montent au camion, elles croient aller au pâturage, donc jusqu'à l'abattoir, le stress n'est pas pris en compte, quoi. Elle va s'abattre demain matin, donc elle n'a que la nuit à passer ici à l'écurie, et bon, l'écurie est accompagnée avec d'autres, c'est comme si elle était presque à la maison, quoi. Voilà. Et puis aussi le fait de l'amener nous-mêmes, elle ne sort pas trop du contexte, l'odeur c'est la même, l'animal n'est pas du tout stressé, quoi. Il n'est pas amené en batterie avec d'autres. On a 2 types d'abattoirs dans la région. On a les abattoirs privés, totalement privés. Bon, sans le citer, on a Bigard ou Arcadie qui ont des outils qui sont à eux. Et nous, la spécificité donc, des abattoirs prestataires de services, c'est d'avoir la porte ouverte à quiconque voudra abattre, hein, du particulier jusqu'au chevillard. Donc on est dans cette prestation. Mais donc le maillage, on va dire, du territoire national fait qu'on laisse l'opportunité au monde de l'élevage à pouvoir avoir un outil de proximité. L'abattage de tout ce qui est ruminant, donc veaux et agneaux, se fait dans un petit abattoir familial à Samatan, à 20 km d'ici. Donc on y va le matin récupérer pour tout ce qui est veau. On découpe en quartier là-bas, l'abattoir. Tant qu'il est encore pendu au crochet, on le découpe en quartier, on le ramène ici par un véhicule froid et on le pend à la chambre froide que nous avons dans ce local de découpe. Sur la traçabilité, quelle que soit l'espèce et quelle que soit aussi son origine, c'est-à-dire traditionnelle ou qualité bio, qualité label rouge ou autre, la traçabilité est assez rigoureuse. Donc pour les bovins, par exemple, pour le bovin et veau, on récupère des passeports. Chaque animal doit avoir son passeport, il n'est pas abattu sans passeport. On regarde la coloration entre le passeport et puis la boucle de l'oreille.
Ça, c'est un premier contrôle qui se fait aux stabulations. Là-dessus, on rentre informatiquement toutes les données. Et après, au niveau de l'abattage, une fois que la carcasse se présente à la pesée, elle a encore son oreille. Donc on récupère l'oreille avec les mêmes numéros. On regarde la correspondance entre effectivement toutes les informations rentrées la veille, si ça correspond bien à ces deux boucles-là. Et à ce moment-là, donc, on valide l'identité de la bête, l'identité de l'apporteur, l'identité aussi, s'il faut, si la bête est destinée à une autre personne, on valide tout ça. Le poids, on va le rentrer aussi. Là, c'est informatique, c'est pas une manipulation du peseur. Donc, c'est un transpondeur qui nous envoie le poids de la carcasse. Donc, on ne met pas ce qu'on veut, hein, c'est automatique. Et ensuite, on y met, par contre, le classement. Là, c'est l'œil de l'homme et aussi la technique du peseur qui fait qu'il va déclarer la couleur, la conformation, l'état d'engraissement. Tout ça, on le rentre manuellement. Pour valider cet état de classement, qu'on appelle la PCM, pesée, classement, marquage, ça c'est codifié et contrôlé par des organismes extérieurs. On est engagé à faire des contrôles. Donc moi-même, j'ai fait un contrôle il y a peu de temps à l'abattoir de Saint-Gaudens. Donc il y a tout un questionnaire à suivre. Il faut voir si l'abattoir respecte toute la démarche label rouge. Déjà aussi, par exemple, rentrer une bête, il faut qu'elle soit propre. Si une bête elle arrive sale, l'abattoir peut le refuser et l'abattoir peut aussi déqualifier l'animal qui ne passe pas dans la filière label rouge. Donc c'est important que l'éleveur soit informé c'est ce qu'on fait lorsqu'on passe pour technicien. Donc il y a un contrôle chez l'éleveur où on le qualifie et on revoit avec lui plusieurs points, et à l'abattoir aussi où on fait un contrôle. Et nous-mêmes, on est contrôlé par Qualisud, qui est un organisme qui nous contrôle et qui contrôle aussi après l'abattoir et qui contrôle aussi des cheptels, des éleveurs pour voir s'ils font bien leur travail, si c'est tout bien rangé, s'ils ont les factures, tous les produits sont bien rangés dans leur coin où ils ont tous les médicaments. Voilà. Et le respect aussi de ne pas mettre, par exemple, 15 jours avant, si la bête est malade, il n'a pas le droit de donner des antibiotiques ou des choses comme ça. Donc ça, c'est important pour permettre à avoir de la viande savoureuse et pour aussi non respecter qui est le haut de gamme, à savoir le label rouge. La promotion de la filière de la race gasconne passe par la présence sur les salons spécialisés. C'est primordial afin de faire connaître donc, la race gasconne et la filière aussi, donc le label rouge. Et donc on a la chance d'avoir cette année Hervé Chen qui est boucher donc, à Muret et de faire donc, la promotion, de faire connaître à tous les gens ce qu'est la gasconne. Et on a pu constater, là, puisqu'on est dimanche, c'est le dernier jour, que les gens apprécient et sont attirés par la vitrine, la couleur de la viande. Et on n'est pas encore midi, mais on a pratiquement passé le bœuf qui était prévu de plus de 500 kg de viande. C'est l'occasion pour Jérôme d'être récompensé pour ses 10 ans de fidélité à la race gasconne. La remise de ce diplôme me permet de me faire reconnaître auprès de mes collègues, auprès des éleveurs. Ça veut dire que ça fait 10 ans que je fais du label rouge, que je promouvois la viande de qualité, une agriculture durable. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose de symbolique. Voilà. Et que les hommes politiques de la région me l'aient remis. Ça me fait plaisir, voilà. Je viens faire la promotion du bœuf gascon. Voilà, du bœuf gascon. Retrouver des copains avec qui on a la même passion, voilà, la même race, le même sens du travail, voilà surtout, qu'on aime transmettre à nos apprentis quand on en a. Voilà, pour moi c'est ça que ça pour but. Le salon nous apporte franchement pas grand chose, mais on vient faire la promotion du bœuf gascon et de notre métier. Alors la qualité, c'est ce qu'ils recherchent le plus. Ce qui revient le plus souvent, c'est on en mange moins, mais par contre on veut manger quelque chose d'exceptionnel. Et c'est pour ça qu'on est le stand qui vend le plus de bœuf.
Il y a des bouchers comme Jérôme, comme moi, comme Philippe, qui veulent travailler de la qualité. Et quitte à avoir une plus-value sur l'achat, sur le prix, mais qui, comment ça s'appelle, on sait aussi aller parler avec l'éleveur, aller acheter une bête sur pied. Et il y a beaucoup de bouchers qui ne savent pas faire ça, qui ne laissent pas maturer la viande, qui ne savent pas... franchement, enfin, on voit de tout. On est un métier, je dirais, en déperdition totale. Disons que là, on est vraiment dans le métier de boucher. Voilà. Viande de qualité, achetée sur pied, en ferme. Valorisation de la carcasse par le travail de la vanne, des morceaux qui ne sont pas nobles, des bas morceaux. Voilà. Donc avant j'étais boucher, j'avais une boucherie traditionnelle, donc je faisais les marchés. Et je savais que dans le groupe Gascon, il y avait une partie, donc il y a la partie éleveur, il y a la partie boucher labellisé, hein, et il manquait cette partie avec le travail avec les restaurateurs, et c'est vendre la viande, faire déguster du bœuf gascon, mais voilà, directement dans une assiette. Et je savais qu'il y avait un marché là-dessus pour pouvoir travailler des bêtes entières et des bêtes de la région. Donc voilà, avec ma société, la SAS au bœuf gascon, voilà, on peut arriver à servir des restaurants, des restaurateurs et tout ça, qui veulent bien sûr travailler de la qualité. J'ai quand même un nombre d'éleveurs derrière moi, qui travaillent avec moi depuis des années, assez important maintenant au groupe Gascon, et qui veulent faire de la qualité, et, parce qu'après ça tourne, c'est 40 bêtes par an, quoi. Donc voilà, il faut quand même une dizaine d'éleveurs facilement pour pouvoir fournir quand même les restaurants, quoi. Il y a des carcasses entières donc, qui arrivent ici, que je découpe et qui sont livrées directement au restaurant de Fabien de Pelouse, le Club 15. Voilà, ils ne prennent pas que des petits morceaux, quoi. Vraiment, ils ont la fierté de travailler une bête entière, une carcasse entière. On a choisi la race gasconne parce que tout simplement, on la voit tous les jours dans les champs dans l'environnement du village de Marcq. On a misé sur le circuit court grâce à Synergie d'ailleurs, qui nous a bien aiguillé sur ce concept-là. On a à peu près une dizaine d'éleveurs avec qui on travaille, donc on sélectionne les bêtes avec eux bien sûr. On les fait abattre à l'abattoir de Pamiers. On les fait découper à Sainte-Gabelle pour venir jusqu'ici à Nailloux. Donc tout se passe dans un périmètre en fait d'une trentaine ou une quarantaine de kilomètres autour de l'établissement. Et ça nous permet en fait ce concept de pouvoir de travailler bien sûr sur des circuits courts, de faire travailler les artisans autour de chez nous et d'avoir de la viande de très bonne qualité et surtout qu'on maîtrise, on maîtrise toute la filière. On a la chance de pouvoir répartir les carcasses entières sur 3 établissements. Mais uniquement sur la brasserie, on adapte un petit peu notre carte pour pouvoir justement passer aussi les morceaux un peu moins nobles des vaches et proposer des produits qui permettent de passer les bêtes entières. De la daube, des spaghettis bolognaises, des choses comme ça, des plats peut-être un peu moins, qu'on trouverait un peu moins dans une brasserie, mais qui nous permettent justement de pouvoir valoriser la carcasse entière. Et ça nous demande un peu d'adaptation, un peu de stratégie par rapport aux 3 établissements sur lesquels on répartit les bêtes, mais c'est quelque chose qui nous permet à la fois bien sûr d'avoir de la viande de qualité, de maîtriser la filière et surtout de proposer un très bon rapport qualité-prix sur tous les morceaux de la bête. Quand on travaille soit du label rouge, soit de la viande gasconne traditionnelle, si on travaillait vraiment que l'entrecôte ou des morceaux nobles, on ne pourrait pas proposer des prix comme on les propose dans la brasserie. Le fait d'acheter des carcasses entières, ça fait réduire en fait le prix des morceaux un peu nobles, peut-être augmenter un petit peu aussi les morceaux un peu moins nobles, mais dans l'ensemble en fait on s'y retrouve et surtout le client s'y retrouve à la fin. Donc,
on peut servir des entrecôtes de 400 ou 450 grammes à moins de 25 € sur la carte. Donc un label rouge, c'est quand même assez rare pour être souligné. Je crois que les clients apprécient cette démarche, apprécient la démarche déjà des circuits courts. Le fait que nous on maîtrise toute la filière, qu'on puisse dire telle bête elle vient de là, tel morceau il vient de telle bête qui vient de telle ferme, qui a été abattue dans tel abattoir, ça nous permet quand même d'avoir de la crédibilité et je pense que les gens y sont sensibles. Et puis après il y a la qualité intrinsèque de la viande gasconne qui est quand même voilà, une viande, une bête rustique mais une bête qui est très goûteuse. Juteuse, goûteuse et je crois que les clients apprécient tout ça. En plus on raconte l'histoire, on a la chance de pouvoir disposer aussi de petits films qu'on met sur les télés du restaurant pour pouvoir justement valoriser ça, mettre en valeur aussi les éleveurs et faire comprendre aux gens que cette démarche c'est pas qu'une démarche business, c'est aussi une démarche philosophique parce que on a souvent des bêtes d'un éleveur avec qui j'ai joué au rugby par exemple. Voilà, c'est un joueur de Saverdun avec qui j'ai débuté en équipe première et ça me fait plaisir en plus de servir de la viande d'une de ces bêtes de temps en temps sur le roulement dans mon restaurant. Parce que pour moi, ça a du sens, quoi. Ça a du sens de faire travailler aussi les éleveurs, les gens, et de valoriser toute cette filière-là, en tout cas. Comment aider les filières de circuits courts à se développer face aux grandes surfaces ? Qu'est-ce que c'est qui pourrait nous aider ? Ça, c'est une bonne question. Déjà, revaloriser notre formation d'artisan boucher, c'est-à-dire, pour moi, un artisan boucher, ça se déplace en ferme. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, dans les CFA, le réinstaurer, aller voir en ferme, à réapprendre tout ça, tout travailler, parce que je suis sûr qu'on ne sait pas désosser un collier de bœuf, on ne sait pas désosser un devant de bœuf, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de patrons qui se disent bouchers, mais ils n'ont jamais vu un devant de bœuf, ils voient que des cuisses de bœuf allemandes, ou des aloyaux allemands, ou autrichiens ou néerlandais, peu importe. Voilà, ça, on ne sait plus le faire. Ce que je fais moi, plus beaucoup de monde sait le faire. Mais ça serait un bon savoir-faire à réinstaurer dans les CFA. Et puis, ce qui pourrait nous aider vachement, c'est vrai, des aides d'État qui reconnaissent l'artisanat, le savoir-faire. Voilà. Oui, des aides, il faudrait qu'il y en ait. Tout d'abord, il faudrait déjà encourager les artisans bouchers aussi à s'installer et à être de plus en plus nombreux. Donc pour ça, je sais pas, il doit bien y avoir des méthodes pour quand même lancer des jeunes bouchers à l'aventure. Et plus il y aura de bouchers, plus nous on en profitera. Là aujourd'hui, c'est les grandes surfaces qui ont le monopole un peu de tout, même si on les a besoin. Je ne leur jette pas la pierre. Mais bon, il faut que chacun trouve un peu ses débouchés. C'est-à-dire que aujourd'hui, le consommateur, il est un peu trahi. Il s'en va dans un rayon, il trouve viande bovine, comme voilà. Et il croit tout le temps manger de la vache de race à viande. Oui, c'est vrai qu'en grande surface, l'étiquetage, elle est très mal faite. On met bovin, alors que ça peut être après, sous le mot bovin, il peut y avoir de la vache laitière, de la vache à viande, de la génisse, et puis il y a le bœuf. On met des fois bœuf et c'est pas du bœuf. Voilà. Il faut améliorer tout l'étiquetage. Après, il ne suffit pas de mettre abattu en France, il y a tout le logo à respecter. Né en France, abattu en France, élevé en France. Après, on n'est pas sûr de la tricherie. Venant de nos gros copains, des gros grossistes en viande, que je n'aimerais pas, parce que je ne fais pas de délation. Mais il n'y a plus assez de contrôle en France qui permettent de garantir l'origine du produit et ce que c'est comme produit surtout. Voilà. Dans une période où la sauvegarde de la biodiversité s'impose, les éleveurs ont un rôle à jouer.
comme Antonin, qui exploite 20 hectares en zone Natura 2000. Donc ici, on est bien placé parce qu'on est en plein cœur de la zone Natura 2000, les coteaux de la Loze, qui sont donc en protection Natura 2000, qui signifie qu'on est censé signer des contrats avec l'Europe en particulier, pour la gestion de ces espaces pastoraux et l'entretien de tout ce qui est haies, bosquets, mares et ruisseaux. Parce que sur ces coteaux, on a la chance d'avoir des espèces endémiques, notamment des orchidées, des chauves-souris et des poissons spéciaux. Les noms sont en latin, je vous épargnerai ça. Et donc, pour tout ce qui est sur le plan environnemental, on limite au maximum nos épandages d'engrais pour éviter justement de faire disparaître ces espèces endémiques et garder un maximum la faune et la flore, surtout la flore, présente à l'origine sur ces coteaux très calcaires et pas forcément riches, voire même pauvres et peu profonds. Voilà. Alors c'est chaque agriculteur choisit ou pas de rentrer dans la démarche. Moi j'ai fait le choix d'y rentrer pleinement. J'ai aujourd'hui à peu près une vingtaine d'hectares dans cette démarche. Et chaque agriculteur est libre de signer des contrats qui sont plus ou moins contraignants pour lui. Et nous, on a fait le choix d'y partir pleinement en essayant Par exemple, là, on est limité à 40 unités d'azote par hectare pour tout ce qui est épandage d'engrais. On est obligé de garder les linéaires de lait et de les entretenir, donc passer un outil qui n'abîme pas les écorces et les arbres, donc style de tronçonneuse, hein, c'est le mieux, et pas des broyeurs qui broient les écorces. Après l'entretien des mares, on doit les curer une fois tous les 5 ans. Après, comme contrainte, on a quoi ? Et on a surtout obligation de résultat, quoi. On est obligé qu'au bout c'est des contrats de 5 ans, et on est obligé qu'au bout de ces 5 années, on est, par exemple, si on avait des orchidées à l'origine, on est obligé que ces orchidées soient encore là 5 ans après. Donc là, on est sur une pompe de prairie. Donc c'est un outil qui est arrivé récemment sur l'exploitation, la semaine dernière, qui permet de pomper directement dans le ruisseau qui est derrière, sans que les vaches aient besoin d'y descendre et du coup de piétiner et de casser les bordures, quoi. Du coup, il faut que les vaches s'y habituent. Ça fait une semaine, là, ça y est, on commence à prendre le coup. Mais on est sur un outil qui, je pense, sera très intéressant. Puisque là, je fais pâturer tout le long de ce ruisseau en coupant tous les 3 jours, on change le parc. Et donc, tous les 3 jours, je peux amener l'eau puisque je l'ai à proximité. Alors que des polémiques remettent régulièrement en cause le rôle de la viande de notre alimentation, Karine nous rappelle quelques principes alimentaires. Effectivement, une surconsommation de viande entraînerait un déséquilibre de l'alimentation, puisqu'on a dit qu'il fallait qu'on retrouve différents éléments dans l'alimentation. Donc oui, ça peut avoir un effet de perturber l'équilibre et donc d'apporter bien trop de protéines par rapport à certains organes, par exemple, puis aussi des lipides, puisqu'on sait que dans la viande, le poisson ou les œufs, il y a aussi des matières grasses attenantes à ces produits-là. Vous donnez des quantités précises, on va dire pour monsieur tout le monde, ça va être à peu près maximum 200 grammes de viande de poisson œuf sur la journée, en sachant que ces quantités-là devront être bien sûr adaptées au mode de vie, à l'activité physique et à l'état de santé de l'individu. Ensuite, ces quantités-là vont plus ou moins varier aussi en fonction de l'âge, c'est-à-dire les besoins du nourrisson, puis de l'adolescent, du jeune adulte vont pas être les mêmes en protéines. Et également, ceux de la personne âgée vont aussi être différents. Afin de promouvoir le travail des éleveurs et des bouchers auprès des futurs professionnels de la restauration, Jérôme a signé un partenariat avec le lycée hôtelier de Toulouse pour sensibiliser les étudiants à l'utilisation de produits de qualité. Oui, j'avais besoin de recettes. Donc sur mon site, il y a déjà 3 faites par le restaurant étoilé à Oreville en Marge. Il m'en fallait un peu plus, donc comme je connais beaucoup de monde à Irkalim, qui m'ont dit de m'adresser au lycée
au lycée hôtelier de Toulouse, qui leur fait déjà des recettes à eux. Donc du coup, je me suis mis en relation et voilà, ça les intéresse pour faire travailler les élèves. C'est des élèves de terminale qui vont faire les recettes. Voilà, je vous présente M. Tonasio. Bonjour tout le monde. Vous avez peut-être croisé quand vous êtes allé à la CISCA, parce que vous y êtes allé l'année dernière, on vous a accompagné en classe de seconde à la CISCA, vous l'avez peut-être croisé, son visage peut-être vous parle. Voilà. Donc il est venu livrer les marchandises pour que nous puissions travailler à la fois aujourd'hui, puisqu'il y a des marinades à faire, une marinade, et pour travailler aussi demain. Donc les élèves ici ont aussi une formation sur la qualité des produits qu'ils utilisent. Ce partenariat et ce projet-là a permis aux élèves de faire la distinction entre ce qu'ils ont aussi malheureusement l'habitude de travailler, des viandes, des volailles de qualité plus basique, on dira ça comme ça, et aujourd'hui d'avoir des viandes de qualité et cette prise en compte de cette qualité qui va aussi se traduire par un temps de cuisson beaucoup plus long. Bien évidemment après la dégustation aussi, j'espère qu'ils feront aussi au niveau des palais et des papilles la distinction au niveau de la texture et des saveurs. Ce projet, c'est aussi l'aboutissement et de leur montrer au niveau de la culture technologique qu'il y a des produits de différentes qualités, qu'il est important pour eux en tant que futurs professionnels de savoir faire la différence entre ces différentes qualités et d'en tenir compte dans l'utilisation qu'ils en font. Après aussi de faire en sorte que les techniques qu'ils vont employer, les produits qu'ils vont employer, c'est simplement juste pour révéler un produit de qualité, ou si effectivement ils utilisent des produits de moindre qualité, comment eux, par le biais des connaissances qu'ils ont, ils peuvent essayer d'améliorer ce produit. Allez. Là c'est mêlé, donc il faut que tu les démêles. Déjà aujourd'hui on a pu voir la différence par rapport à la qualité des viandes qui sont nettement meilleures que celles qu'on a l'habitude de travailler, qui sont prêtes à cuire, prêtes à consommer. Et même au goût, au niveau du goût, c'est meilleur. Et puis un vrai plaisir à travailler, oui. La reconnaissance ultime du travail réalisé par la filière, c'est la valorisation des produits à la table d'un chef étoilé. Franck nous explique pourquoi il a choisi la race gasconne en travaillant directement avec les éleveurs et un artisan boucher. Et moi, ça me réconforte dans mon choix parce que on a décidé d'affirmer nos racines. On est toulousain, on est à Oreville, on est dans cette belle région. J'ai depuis 4 ans fait le choix de travailler la race gasconne parce que c'est notre bœuf et je veux l'affirmer et le mettre en avant. J'ai oublié le bœuf de Galice, j'ai oublié le Kobe, j'ai oublié le Wagyu. Bon, c'est le même, mais pour justement approfondir et mettre en place une économie et faire travailler l'économie locale, mettre en avant les produits et les producteurs qui travaillent dans le secteur, dans la région. Et je trouve que c'est un atout et je pense que c'est la solution à pas mal de problèmes. Pour nous, il est important de travailler les éleveurs pour avoir un suivi et comprendre leur métier. C'est bien beau de servir une belle viande, mais il faut comprendre tout ce qui se passe avant. Et c'est vrai qu'il y a des métiers. Déjà, les éleveurs, c'est pas des métiers évidents. Certains ont conservé quand même leur façon de voir depuis des années, avec une qualité au niveau de l'alimentation, au niveau du respect de la bête. Et ça, c'était très important pour moi. Ensuite, effectivement, il y a l'abattoir, il y a le boucher qui met en avant, qui découpe et qui met en avant leur travail et leurs produits. Et ensuite, nous, on est là, en fait, pour la finalité, pour la transformation, la mise en valeur du produit, s'amuser avec des mélanges de saveurs, de textures et de température pour que le client prenne du plaisir. Après, auprès de notre clientèle, en utilisant la race gasconne, c'est un plus parce que pas grand monde connaît cette race, connaît ce bœuf. Et effectivement, quand on leur dit c'est le bœuf local, c'est le bœuf de chez nous, effectivement, déjà, il y a un attrait, il y a une envie de goûter et de plus, ça leur plaît énormément. L'élevage traditionnel de qualité a-t-il encore sa place dans un grand marché mondialisé ? On ne peut que réussir. Voilà, avec une pointe de commerce, une pointe de commerçant, être gentil avec les clients, serviable, pas leur vendre n'importe quoi, répondre à leurs attentes. Tout à fait, le consommateur, il faudrait qu'il soit plus attentif notamment à la qualité. Peut-être pas mieux éduqué, c'est peut-être pas le mot, mais essayer de rechercher plus de la qualité. Il y a de la qualité qui est abordable, certes. Il y a de la qualité qui est pas du tout abordable, qui est très très chère, mais
Au jour d'aujourd'hui, on trouve des produits de qualité encore qui sont abordables, qui permettent aux consommateurs de consommer des produits de terroir avec derrière une traçabilité. Parce qu'on me parle du bœuf de Kobe, je ne sais pas quelle traçabilité a le bœuf de Kobe par exemple. Nous on sait qui est le père, qui est la mère, qui est la grand-mère, qui est le grand-père, qu'est-ce que ça a mangé, quels produits vétérinaires ils ont eu. Donc je veux dire tout ça, c'est sûr, nous ça nous prend du temps d'un point de vue administratif et ça nous prend du temps aussi d'un point de vue engraissement. Mais derrière vous êtes sûr que vous avez un produit qui est tracé et avec une qualité au bout. Donc à partir de ce moment-là, si le consommateur veut, il peut.